Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 80 du 2 septembre 2023, avec aujourd'hui Johan de Salle. Bonjour Johan. Bonjour. Fondateur de Twiki Conseil, et Jean-Christophe Gignac. Bonjour Jean-Christophe. Salut Eric, salut Johan. Salut, de la chaîne EV. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, tout de suite les sujets de la semaine. Alors, c'est un podcast de rentrée. On va donc faire un petit point sur ce qui s'est passé cet été. Rapidement, on balayera pas tous les sujets de l'été parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, vu que l'actualité, comme on a l'habitude de le dire, ne s'est pas arrêtée. Mais on a retenu quelques sujets qui ont fait un petit peu, qui ont émergé. Et on va commencer avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui un serpent de mer ou un marronnier, c'est-à-dire les difficultés prétendues ou imaginaires des utilisateurs et des conducteurs de voitures électriques pendant les vacances d'été. Donc, est-ce que ça a été l'apocalypse que certains nous annoncent avec les problèmes de recharge, les problèmes d'attente aux stations de recharge, les problèmes d'autonomie des voitures, les problèmes de bornes occupées, etc. On a fait un peu le point avec Automobile Propre cet été. On a publié plusieurs articles, notamment un article de notre collègue Soufiane qui a passé une journée sur une des stations de recharge les plus chargées d'Europe et les plus fréquentées en tout cas d'Europe, sans mauvais jeu de mots, vers Montélimar, une autre vers Valence. Il a pu constater que tout se passait à peu près bien, qu'il n'y avait pas de saturation ou alors qu'elles étaient vraiment très temporaires et que c'était quelques minutes d'attente au pire. Et puis j'ai moi-même fait mon petit bilan dans un article qui a été publié mardi matin. Et effectivement, on constate en fait que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a recueilli de nombreux témoignages. Moi, j'avais observé un petit peu, j'avais fait une petite veille sur les réseaux sociaux pendant l'été de tout ce qui était publié par les internautes sur l'expérience de leurs vacances en voiture électrique. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des expériences négatives. Alors, on dit généralement qu'on parle pas des trains qui arrivent à l'heure et qu'on parle que des problèmes. Bah là, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que les gens se sont beaucoup exprimés sur leur facilité et leur plaisir à avoir passé des vacances en voiture électrique. Pas de problème de recharge, pas de problème d'autonomie. Et puis, ça représentait un petit peu toutes les voitures. J'ai essayé de trouver un petit peu des échantillons représentatifs. On a même un internaute avec une petite Volkswagen e-Up qui dit qu'il n'a pas eu de difficulté pendant ses vacances à faire des trajets de 500 km. Et puis avec des voitures un petit peu plus huppées, avec une meilleure autonomie. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que le réseau de recharge, les infrastructures de recharge, on le sait, se sont très 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 fortement développées. Et on peut dire que 2023 est une année un peu clé, une année étape. Il y en aura sûrement d'autres, mais aujourd'hui, on est dans une phase un peu positive où l'offre en recharge correspond à peu près à la demande en nombre de voitures électriques. On sait qu'il y aura certainement des pics dans un sens ou dans l'autre qui pourront créer des problèmes dans les prochaines années, parce qu'on aura peut-être une forte augmentation des ventes de voitures électriques et une infrastructure qui peut-être sera un peu saturée à un moment ou à un autre. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt encourageant. Jean-Christophe, tu as une petite expérience, toi, personnelle, de trajet cet été en voiture qui s'est aussi assez bien passé, je crois. Ouais, alors moi j'ai deux choses. Il y a d'abord mon expérience personnelle. Moi j'ai fait Arcachon, Liège-Arcachon. Ça s'est super bien passé, donc j'ai pas eu d'attente. Combien de kilomètres en tout? Ça fait 2005 en gros. Mmh. Pas d'attente et pour la première fois, j'ai roulé sans planifier. C'est-à-dire qu'en fait, à l'aller, j'ai planifié mon trajet avec le planificateur Tesla. Première recharge, je suis le planificateur et puis ensuite les enfants, enfin j'avais 2 enfants dans la voiture. Ils avaient envie d'aller aux toilettes, de machin, de manger. On s'est arrêté, il y avait des bornes, on chargeait. Le temps qu'on mange ou qu'on s'arrête, la voiture était chargée. Je suis même monté à 100% plusieurs fois parce que les voitures elles vont plus vite que toi. Donc jamais eu de station chargée. J'ai eu une station chargée à Senlis, un peu, une station Tesla, où c'était bien rempli, mais j'ai pas attendu. Et puis sinon, ouais, expérience nickel. Après, j'ai un peu demandé à la communauté, comment ils avaient vécu l'été. J'ai fait un petit sondage. J'ai quand même eu 25% de gens qui, à un moment ou un autre, ont attendu. Mais c'était toujours des attentes très courtes. Mmh. Et après, très clairement, il y a eu des problèmes sur certains points.
Je sais que par exemple, à Senlis, par exemple, parce que c'est un point montant-descendant pour aller dans le nord et donc c'est une grosse station pourtant, mais beaucoup, beaucoup de Tesla, beaucoup d'Hollandais, de Belges, et Mmh. cetera. Et il y a un autre point, c'est à Bayonne, où je crois que c'est un petit superchargeur de 8 bornes, où lui, bon voilà, on sait que c'est un point, où Tesla doit travailler dessus parce qu'il est trop petit. Et Ouais. quelques Unity, tu sais, les stations avec 4 bornes où par moment, ça a pu bloquer le midi et tout, mais sinon, il y a tellement de Mmh. stations maintenant et puis des grosses stations Mmh. et même ça reste anecdotique, hein, si tu attends 5 minutes, c'est pas la fin du monde. Mmh. Donc tout s'est bien passé, en tout cas, vraiment, personne ne m'a dit: «Ah non, l'électrique, plus jamais, hein. Plus jamais un voyage en électrique». Et ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, notamment dans un article un peu de prospective que j'avais fait il y a quelques mois. C'est est-ce que les planificateurs seront encore utiles un jour et à moyen terme. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis là, c'est que étant donné la densité du réseau, étant donné ton itinéraire, il y a un moment où tu n'as plus utilisé le planificateur Non. et en fait, tu as roulé comme tu as fait ton trajet comme si tu l'avais fait en thermique, en t'arrêtant et en profitant des arrêts pour recharger sans aucune difficulté. Alors juste vraiment, j'ai vraiment fait le même temps que j'aurais fait en thermique. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, à aucun moment, c'est la voiture qui a dicté mes arrêts. Mes arrêts ont été dictés par nous, parce qu'on avait marre, parce qu'on avait envie d'aller aux toilettes, parce qu'on Mmh. avait envie de manger, et cetera. J'aurais vraiment pas été plus vite en voiture thermique. Si j'avais été tout seul et que j'étais speed, peut-être, Mmh. mais là, dans le cadre de vacances en famille, à plusieurs dans la voiture, impossible. Vraiment, Mmh. ça a été Mmh. incroyable et sincèrement, à chaque fois qu'on s'arrêtait, il y avait une station. Alors, on a fait aussi des beaux axes, Mmh. sur un Bordeaux-Lyon, par exemple, peut-être que c'est un peu plus tendu. Et par contre, en Belgique, j'ai utilisé le planificateur parce que la Belgique est quand même moins pourvue que la France. Mais c'était incroyable, hein. À chaque fois que je passais devant une aire, les stations Fastned, enfin, Mmh. c'est fou, quoi. C'est devenu Mmh. complètement dingue en un an. C'est Mmh. vraiment génial. Alors en un an, en France, l'infrastructure a plus que doublé, je crois, hein. On est passé de 50 000 à plus de 110 000 points de charge, avec une grosse partie de points de charge haut débit. Ça va continuer à se développer. Je vois tous les projets qui arrivent, c'est complètement fou en termes de réseau de recharge. On parle de Volkswagen qui avait lancé son réseau Electrify America aux US et qui parle maintenant d'un Electrify France. On a le consortium Hyundai Kia qui vient d'annoncer aussi qu'il allait probablement développer son propre réseau. On a Mercedes qui ouvre sa première station, on a Porsche qui a ouvert sa première station cet été aussi. Donc même si ça reste relativement expérimental, mais c'est quand même des signaux forts. Et puis tu as aussi tous les autres grands réseaux qui s'y mettent. Alors après, on a effectivement quelques problèmes encore à résoudre. Certaines stations, notamment les stations Unity, qui sont maintenant sous-dimensionnées avec seulement quatre points de recharge, 4 bornes de recharge, plus exactement. Et puis, il va falloir que les opérateurs travaillent sur la fiabilité de leur réseau, puisque aujourd'hui on a une disponibilité qui est quand même assez importante. Je crois qu'elle est à plus de 85% constatée sur l'ensemble du réseau. Mais je sais, et pour ne pas les nommer, et on va pas faire du total bashing, mais malheureusement ils prêtent tellement le flanc qu'on est obligé d'en parler. Le réseau total semble totalement, enfin, catastrophique. À chaque fois que je vois des gens et que j'entends des critiques sur la recharge n'a pas fonctionné, elle n'a pas démarré, la borne était en panne, toute la station était en panne, c'est Total systématiquement. On a l'impression que Total fait un réseau de recharge électrique pour faire joli, mais que c'est à se demander s'ils ont pensé à connecter leurs bornes. Donc ça, c'est vraiment catastrophique et j'espère qu'ils Mais vont réagir. c'est vraiment étonnant parce que, Total, c'est vraiment génial parce que je trouve que pour le coup, ils ont vraiment une expérience de station-service. Tu arrives dans une Oui, station de recharge exact. Total. Moi, je me suis arrêté chez Total une fois, je crois Mmh. et il y avait beaucoup de bornes déjà. C'était des alpitroniques, donc plutôt fiables généralement. Oui, ouais. Sur chaque borne, tu as la petite raclette pour nettoyer ton pare-brise et tout. Enfin, c'est vraiment hyper carré, c'est vraiment pas mal. Donc moi, j'aime bien Total, mais Mmh. effectivement, c'est celui sur lequel tu peux le plus avoir de problèmes et arriver, ça charge pas. Une fois, nous, on arrivait dans une station Total, elle était marquée comme ouverte et en fait, ils étaient en train de poser un toit, ils avaient tout fermé, mais ils l'avaient pas dit. Génial. C'est incroyable. Alors là, après, bon, ça peut être aussi des prestataires parfois qui sont pas très fiables, mais dans l'ensemble, voilà. Après, en dehors de ça, c'est plutôt encourageant. Moi, je fais part aussi de ma petite expérience. On clôturera là-dessus le chapitre. J'ai fait 3000 kilomètres cet été pour rejoindre de la famille dans les Landes et puis des amis en Vendée, en Normandie, et après poursuivre le road trip jusqu'en Belgique, jusqu'à Bruges, et redescendre après par la Champagne.
On a fait 3000 km, c'est une Tesla Model 3 aussi. Je dois le préciser parce qu'effectivement, ça serait peut-être pas passé de façon aussi fluide avec peut-être d'autres modèles, d'autres voitures. Cela dit, aujourd'hui, avec plus de 60% des chargeurs Tesla ouverts, je crois que tous les superchargeurs Tesla par lesquels je suis passé avec ma Tesla étaient ouverts aux autres marques. Ça veut dire que si j'avais roulé avec une voiture d'une autre marque, ça serait probablement passé de la même façon. Donc, zéro problème, des temps de passage qui étaient équivalents, pareil, au thermique. Je vais même te dire que de temps en temps, quand on dit parfois que on n'a pas le temps de déjeuner ou de s'arrêter ou de prendre un café et de passer aux toilettes et reprendre sa voiture, la voiture vous appelle déjà parce qu'elle est rechargée. Puis il y a aussi un autre effet, c'est que parfois la voiture a presque trop d'autonomie et elle vous annonce 350 bornes d'autonomie, prochaine recharge dans 3 heures ou dans 4 heures. Et vous avez envie de vous arrêter avant. Donc moi, il m'est arrivé de m'arrêter comme en thermique pour manger un sandwich ou pour passer aux toilettes et sans recharger, sans me poser la question. Et puis après, il y a l'autre opportunité, on le dit aussi, c'est la recharge en temps masqué, c'est-à-dire ça nous est arrivé plusieurs fois cet été de nous arrêter dans un lieu touristique et de chercher une place pour stationner, de tomber sur généralement le parking municipal devant la mairie et d'avoir la bonne surprise d'avoir une borne de recharge avec 2 points de charge qui n'étaient pas toujours pris, pas toujours saturés, qui n'avaient pas de voiture thermique garée dessus. Ça, c'est aussi une amélioration. J'ai l'impression que les gens commencent à comprendre. Et ça nous est arrivé, je crois, sur 2 semaines, 3 fois, de faire une recharge inopinée pendant une promenade, une recharge qui n'était pas du tout prévue. On a laissé la bagnole pendant 1 heure. Et à 11 kilowatts, on récupère 70 km. À 22, on récupère 140 bornes. Donc, c'est parfait. Voilà comment ça s'est passé cet été en ce qui me concerne. Voilà, Johan, peut-être un mot sur la fiabilité, sur le développement des recharges et des infrastructures de recharge. Je sais que toi, tu n'as pas eu d'expérience électrique cet été, mais tu as peut-être un mot à dire sur le développement des réseaux. Alors, moi, je voulais plutôt parler réseaux sociaux que réseau de bornes. Ouais. Effectivement, moi, ce que j'ai noté, alors je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, hormis LinkedIn, mais sur LinkedIn, il y avait une véritable fierté des utilisateurs de véhicules électriques à raconter leur road trip, leurs vacances. C'est ce que j'ai vu aussi, ouais. 300 km, 500 km, 800, enfin, c'était pas forcément des trajets très longs. Et à mettre en avant le fait que ça s'était bien passé. Alors, pour beaucoup de ces gens, parfois, c'était les premières vacances en électrique. Et donc, ils étaient contents. C'est un peu I did it. J'ai réussi. Ça s'est bien passé. Un peu comme quand on finit un marathon ou quand on saute en parachute. Quand on réussit quelque chose qu'on n'était pas sûr de réussir. Ouais. Mais aussi peut-être un peu, et je vais faire le lien avec un article que tu as écrit il n'y a pas très longtemps, avec cette ambiance quand même assez pesante sur les réseaux sociaux d'électric bashing, où chaque problématique, parce qu'il y en a, tout est pas rose dans l'électrique, est amplifié, parfois même inventé, et les gens qui vivent au quotidien l'électrique sans forcément être, ils en font pas la publicité, ça les fatigue aussi parce que tous les jours, en fait, il y a des gens qui ne vivent pas l'électrique et qui essayent de leur expliquer pourquoi c'est difficile de vivre l'électrique. Et là, se dire, j'ai fait 300 km avec les enfants, avec le chien, avec le coffre de toit, avec les vélos derrière, et on est arrivé en vacances. Et ça s'est bien passé, et on a passé des bonnes vacances, et on est revenu. Et j'ai vu beaucoup ça dans mes contacts sur LinkedIn, et c'était assez rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on pouvait voir par ailleurs sur des bateaux qui brûlent, des véhicules qui s'ouvrent pas, ou qui voilà. Ou des journalistes qui font des road trips en Zoé sans CCS. Exactement. Et qui disent que oh là là, c'est long par rapport au thermique. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors là, juste un témoignage là, par exemple, d'une personne. Alors ça, c'était sur Twitter, qui dit je rentre d'un road trip en Italie avec voiture électrique. Écoutez, ça s'est très bien passé. Les arrêts pour charger n'étaient pas contraignants. On n'a pas eu l'impression de perdre de temps. C'était reposant de faire la route sans le bruit du moteur. Et pourquoi je cite cet exemple? Parce que il y en a plein. Parce que c'est une réponse à un tweet qui a un peu tourné aussi sur X. Qui dit exactement ça. Elle a fait un trajet de 430 km en voiture électrique, bilan
150 km d'autonomie sur autoroute à peine, 1 heure pour recharger la voiture avec charge normale par rapport à 20 minutes avec un superchargeur, une énergie plus chère qu'à la pompe, temps de trajet plus long car il faut s'arrêter toutes les heures sur autoroute et attendre 1 heure pour charger. Bref, la voiture électrique est une arnaque. L'Union européenne veut la rendre obligatoire pour limiter la mobilité. Voilà le genre de, je vais aller C'est vous dire, incroyable. le genre de conneries qu'on peut lire sur Et les réseaux sociaux. je peux te dire, tu vois, l'Union européenne veut obliger la voiture électrique pour réduire la mobilité. Je suis absolument certain que les gens qui roulent en voiture électrique roulent plus qu'à l'époque du thermique. J'en C'est suis vrai. sûr parce que je le vois partout et moi-même, j'en suis l'exemple. Euh, Rouler en voiture électrique, c'est un petit peu, comment dire, une espèce de petite aventure où le trajet fait partie du voyage. Exactement. Et t'as tellement envie de te barrer avec une voiture électrique que j'avais pas envie en thermique. C'est vraiment particulier. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais je suis certain que vraiment les gens roulent plus, bizarrement. Il y a un côté Parce qu'en ludique. plus, Hein. et puis Il y a un ouais, il y a un côté côté ludique. ludique. Et puis il y a un côté aussi où tu te dis, mais c'est entre guillemets propre, quoi. C'est-à-dire que vas-y, allons-y, quoi. T'as envie de découvrir des endroits, t'as envie de charger à des endroits, t'as envie de Exactement. voir si c'est possible aussi, c'est marrant. Enfin, moi, je sais pas, j'ai Ça cette coûte impression. moins cher. Ça coûte moins cher. Moi, je compte plus Ça en coûte moins 4 ans cher. d'électrique et de road trip en électrique le nombre d'endroits, de lieux que j'ai découverts, de routes que j'ai découvertes. Je ne prends plus jamais l'autoroute et d'endroits que j'ai découverts à l'occasion d'une recharge ou à l'occasion d'un détour parce que j'avais envie de visiter le coin et parce que je sais que ça allait rien me coûter, très peu me coûter par rapport à l'essence. Quand on part en voiture à essence, qu'on a une voiture qui consomme un peu, on fait quand même vachement gaffe au budget. On dit, ah bah là, on fait ce détour, non, parce que ça va coûter tant, etc. Quand on n'est pas Crésus, là, on regarde pas, en fait. On regarde pratiquement pas. Et puis, effectivement, ce côté ludique, le côté ludique de suivre le planificateur d'itinéraire, voir où il va nous amener, etc., de se laisser un peu porter, en fait, un peu par les événements. Et effectivement, moi, j'ai constaté, avant, je faisais en moyenne 10 000 km par an. J'étais pas un très gros rouleur, habitant en centre-ville et me déplaçant essentiellement à vélo. Et je prends la voiture juste pour le week-end et pour les vacances. Et là, depuis que je roule en électrique, je suis passé à 15 000 km par an. Donc, ce que tu dis, j'en suis convaincu également. Et j'en roule plus. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle en termes d'environnement, puisqu'on cherche aujourd'hui à tendre vers la sobriété, à se déplacer moins, etc. Mais en tout cas, quand on se déplace, on n'émet pas de polluants. Donc voilà pour ce petit bilan de l'été qui était plus long que prévu, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. C'était intéressant de se pencher sur la question. Et juste pour revenir aux stations, il y a un deuxième prestat qui pose un peu problème, c'est Engie. Ouais. Engie a des bornes Siemens qui sont les seules à exploiter et on a quand même pas mal de retours d'écrans qui lag, qui marchent pas. Et moi-même, je me suis arrêté sur une Engie, la borne d'à côté, elle était inexploitable. Elle marchait, mais l'écran, t'appuyais dessus, fallait attendre quasiment 30 secondes avant qu'il se passe un truc. Voilà. Sinon, tout le reste, ça a plutôt roulé. C'est plutôt pas mal, quoi. Très bien. On va enchaîner avec un sujet qui concerne encore une fois la recharge et qui concerne les prix de la recharge. C'est Ionity qui a annoncé au mois d'août là que ses tarifs baissaient. Donc Ionity baisse le prix de sa recharge ultra rapide. Alors jusqu'à présent, on était à 0,69 € le kilowattheure et maintenant on est tombé à 0,59 €, c'est-à-dire un tarif qui correspond par exemple à celui de Fastned, et même jusqu'à 0,39 € avec un abonnement qui lui-même a baissé, dont le prix a lui-même baissé. Jean-Christophe, tu as chargé chez Ionity récemment justement ? Ouais, j'ai chargé une fois pendant le trajet là. Ouais. Alors moi, je trouve ça très bien que Ionity baisse ses tarifs parce que être le plus cher et proposer le moins de prestations maintenant sur les aires de service avec ces vieilles stations à 4 bornes, c'était un petit peu abusif. Bien que Ionity commence à sortir des grosses stations, il y en a une sur la 10 là qui est vraiment incroyable. Je trouve ça très bien. Et puis, l'abonnement passeport, avant, c'était un abonnement avec engagement. Tu prenais l'abonnement pendant 1 an. Tu avais un prix de 0,29, par contre, c'était pas cher. Ouais. Et maintenant, et il coûtait passeport, 17 €. Il coûtait 17,99 € par mois. Hein. C'est ça. Et maintenant, il peut être résilié à tout moment. Ouais. Donc, tu peux vraiment le prendre pour les vacances. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup,
Bah, tu sais, on parlait de la flexibilité maintenant d'avoir des stations partout. Quand tu prends l'abonnement, faut viser les bornes Unity, ce qui est un peu. Enfin, moi, c'est bon. Moi, maintenant, j'ai vraiment envie de m'arrêter quand j'ai envie. Hmm. Mais sinon, oui, voilà, bah, je trouve que c'est une très bonne idée. Unity s'aligne sur tous les autres, en fait, parce qu'en fait, tout le monde est à 0,59. Maintenant, même Electra, sur ses stations d'autoroute, Ouais. est à 0,59. Donc, très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour le coup, le passeport sans engagement à 0,39, ça devient vraiment très, très intéressant. Bien sûr. D'autant que donc son prix a baissé aussi et qu'il est passé de 17,99 € à 11,99 € par Ouais. mois. Donc c'est quand même significatif. Ah, tu rentabilises très vite ton abonnement. Ouais. Et comme le faisait remarquer un lecteur, effectivement, je l'ai remarqué aussi, il arrive parfois que des stations Tesla soient à côté de stations Unity. Et on voit des stations Tesla où il y a plusieurs voitures en charge, y compris des non Tesla, et personne sur Unity. Et voilà, donc c'était certainement dû en grande partie à une différence de tarif qui était quand même assez importante, sachant que Tesla a baissé à nouveau ses prix récemment, pendant l'été, et on est passé aujourd'hui, on est revenu presque aux prix initiaux qui étaient en vigueur il y a 4 ou 5 ans, c'est-à-dire aux alentours de 30 centimes d'euros le kilowattheure chez Tesla, pour les propriétaires de Tesla. Et ce tarif est accessible aussi à ceux qui n'ont pas de Tesla, mais qui ont pris effectivement aussi l'abonnement. Ouais. Alors le Tesla pratique un prix un petit peu en mode yield management, c'est-à-dire que le prix peut varier un petit peu, en gros de plus ou moins 5 centimes en fonction de la station et probablement de son taux d'occupation. On a vu des stations cet été qui étaient tombées à 0,28, soit le tarif, je crois qu'il y a 4 ans, on était à 0,24. Donc 0,28. Et puis, j'ai pu constater sur d'autres stations qu'on était plutôt à 0,32, 0,33. Mais en tout cas, ça a baissé aussi. Et c'est d'autant plus étonnant et encourageant que ces baisses sont arrivées dans un contexte où le prix de l'électricité a encore augmenté, pour les particuliers, plus 10% là, avant l'été. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, Johan. Oui, alors moi je voulais. Il y a une première chose qui me choque, c'est que en fait on en parle. Le prix du gasoil ou de l'essence à la pompe baisse tous les jours. En tout cas, il baisse à chaque fois qu'il y a une livraison dans la station. Enfin, il baisse ou il monte. À chaque fois qu'il y a une livraison dans la station, il change. Et ça fait pas les gros titres des journaux. Le fait que la station du coin ait changé le prix de son essence. En ce moment, par exemple, l'essence est quand même plutôt chère. Et j'ai pas vu d'article là-dessus. Ouais. Donc on en parle encore. Donc ça veut dire que c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs, mais un jour on en parlera plus en fait, puisqu'on le vivra au quotidien, mais on n'aura pas besoin de le commenter. Et la deuxième chose que je voulais rappeler, en ordre de grandeur, bien sûr, il faut chacun fasse le calcul avec sa voiture, son mode de conduite, sa consommation, ainsi de suite. Mais en ordre de grandeur, le moment où l'électrique coûte aussi cher juste sur la partie énergie que le moment que le diesel ou l'essence, c'est à peu près à 50 centimes le kilowattheure quand l'essence est pas très chère, donc quand elle est à 1,70, 1,80, et à peu près à 60 centimes le kilowattheure quand l'essence passe les 2 €, essence ou diesel. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a quand même très peu de gens qui font 100% de leur recharge en extérieur. Hein. La grande majorité des gens fait des recharges au bureau ou à domicile. Et donc le prix le prix qu'on paye est pas forcément le prix qu'on a payé chez Fastned, Unity, Electra, ainsi de suite, à 59, 39, 49. Mais en fait, c'est 90% à 20 centimes et 10% à 59, 39. Et donc en fait, l'électrique est très souvent sur cette partie coût d'usage de l'énergie est très très souvent beaucoup moins cher, enfin quasiment toujours beaucoup moins cher que le thermique. Et c'est là où on rejoint les échanges de tout à l'heure. Ça peut expliquer aussi pourquoi les gens prennent plus la voiture que quand ils sont en électrique, parce que on n'a plus besoin de se poser ces questions-là. Le coût d'usage de la voiture, en fait, c'est pas plus on roule, moins ça coûte, mais en tout cas plus on roule et ça coûte pas plus. Là, j'ai fait un petit calcul vite fait. Si tu as une voiture qui fait 20 kWh au 100 sur l'autoroute et que tu te recharges à 0,39 chez Unity, ça équivaut à une conso en thermique de 4 litres au 100. Tu vois, au terme de prix.
Donc, c'est vraiment pas très cher. Et si tu roules en Tesla qui consomme un peu moins et que tu te charges à 0,30, c'est l'équivalent d'une conso en thermique de 2,7 litres au 100. Donc tu vois bien que il y a des prix et qu'on n'est pas du tout sur des tarifs exorbitants de la recharge sur autoroute. Si tu roules beaucoup, en tout cas, si tu roules beaucoup, il y a vraiment moyen, par des abonnements ou en ayant une Tesla ou en prenant un abonnement Tesla, etc., de faire chuter le prix à un truc que tu peux pas atteindre en thermique. C'est complètement impossible. D'autant que quand tu mentionnes ton exemple de 20 kWh au 20 Au 100. kWh au 100 km, c'est ça, hein, de Ouais. consommation, ça correspond à une voiture électrique qui roule facilement à 130, 135 km/h. Je connais pas beaucoup de thermiques qui, roulant à 130, 135 km/h, ne consomment que 4 litres au 100. Oui, voilà, c'est ça. Donc on serait plutôt sur 5, 6 litres, 7 litres pour les plus économiques, quoi. Donc, C'est ça. tu peux encore presque rediviser par 2 par rapport à... Mm-mm. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, si t'as une voiture, si t'as un SUV qui est pas très efficient, que tu cherches chez Unity plein pot, Oui, tu vas bien sûr. retomber sur les tarifs du thermique, mais tu peux toujours aller gratter un petit peu avec l'électrique que tu peux pas vraiment faire en thermique, c'est pas possible. Très bien. On va enchaîner sur Tesla. Et bon, on a l'habitude un peu que Tesla ait parfois quelques discussions avec la justice. En l'occurrence, là, c'est Tesla qui attaque deux ex-employés qui auraient fait fuiter un nombre considérable de données concernant les utilisateurs de Tesla. Donc le sujet est quand même sensible et, euh, et préoccupant. On en avait parlé au printemps ou juste avant l'été. On avait appris que des données des utilisateurs, des possesseurs de Tesla, des propriétaires de Tesla avaient fuité. C'est un média allemand qui avait révélé cette fuite. Et ce média allemand avait révélé cette fuite suite à un contact avec deux anciens employés de Tesla qui avaient donc indiqué qu'ils avaient récupéré des données, qu'ils les avaient fait fuir sur Internet, fuiter sur Internet. Alors c'est gênant parce que ça représente 75 000 clients, 100 gigas de données. Parmi des données, on trouvait les coordonnées de milliers de clients, ce qui est déjà très très fâcheux, qui étaient accessibles publiquement. Et puis on trouvait aussi dans ces fichiers des plaintes contre les freinages de fantômes d'autopilot que Tesla avait un peu passé sous silence. Donc Tesla contre-attaque parce que Tesla a été quand même assez critiqué sur cette fuite de données et contre-attaque devant les tribunaux en attaquant donc ces deux employés. Donc c'est une enquête qui a révélé que les deux anciens employés de Tesla ont détourné des informations en violation des politiques de Tesla. Le média en question n'a rien publié, évidemment pour se protéger, puis peut-être aussi avec quand même un souci d'éthique et de protection des utilisateurs. Alors voilà, ça pourrait paraître un peu anecdotique, mais on a voulu en parler parce que on sait aujourd'hui que les voitures sont connectées, bien sûr, et qu'elles recueillent une quantité phénoménale de données concernant leur utilisation et concernant leurs utilisateurs aussi. On le voit bien quand on utilise une voiture connectée, on voit bien tout ce qui se passe. Et pour revenir à Tesla, on sait par exemple que les Tesla filment leur environnement en permanence. On sait aussi qu'il y a une caméra à l'intérieur des Tesla qui filme l'intérieur de l'habitacle. On y a même aujourd'hui accès via l'application quand la voiture est stationnée et verrouillée. Donc tout ça laisse penser qu'il y a des quantités prodigieuses de données qui concernent beaucoup de monde et qu'un gros leak, une grosse fuite pourrait être très fâcheuse en termes de vie privée et puis même ça va au-delà de vie privée, de données sur l'utilisation d'une voiture, etc., etc. Donc est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui potentiellement en danger quand on conduit une voiture connectée, messieurs? Moi, je voudrais juste dire que je pense que l'apport de la connexion est bien plus important que le risque. Parce que le fait que la voiture soit connectée, ça permet, moi je prends l'exemple de Tesla, mais je pense que c'est pareil pour les autres. Ça permet de connaître les consommations sur telle portion de trajet, et cetera, et donc d'affiner au fur et à mesure le GPS et le planificateur, histoire d'avoir les pourcentages estimatifs à l'arrivée, et cetera. Je pense que ça permet aussi à Tesla de savoir quels sont les flux, où sont les points bloquants pour les recharges, et cetera. Donc
lui permettre d'optimiser son réseau de superchargeurs et permettre encore une fois d'optimiser le planificateur pour savoir où vont les voitures, etc., etc. Donc Ça ça, je permet pense aussi que à Tesla de réparer les voitures à distance quand il y a un problème, ah parce que ouais, c'est des problèmes software qui peuvent survenir et du coup, c'est un gros avantage parce que quand la voiture, même si la voiture est hors garantie, on peut bénéficier d'un reset ou d'une réparation gratuite à distance. ouais. Je dis Tesla, mais je pense que pour Oui, Google et les systèmes Android automotifs, c'est la même. c'est pareil, bien Après, sûr. je sais pas où en est Volkswagen et ceux qui développent leur système dans leur coin, mais je pense que ça doit être la même, avec peut-être un peu moins d'expertise. Mm. Après, voilà, se faire voler des données, je sais pas, moi, c'est un truc qui m'a jamais vraiment inquiété, mais peut-être que j'ai tort. Du moment que personne n'a mon numéro de carte bleue, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas en fait. Moi, je suis pas hyper inquiet là-dessus, mais je préfère une voiture connectée qu'une voiture non connectée, quoi. Mm. Johan? Euh, et effectivement, la connectivité, ça va apporter énormément de choses. Je vais faire un parallèle en poids lourd. Il y a très longtemps que les camions sont connectés et ça a permis par exemple à Volvo Trucks de cartographier toutes les petites collines partout en Europe, peut-être dans le monde, mais en tout cas moi quand je me suis arrêté dans mes discussions avec Volvo Trucks, ils avaient fait toute l'Europe. Ce qui permet une petite chose toute bête à laquelle on pense pas. Un camion c'est lourd, en montée ça consomme beaucoup plus que sur le plat. Et le régulateur de vitesse est capable de se couper quelques dizaines de mètres avant d'arriver en haut de la colline et de finir sur l'élan, parce que de toute façon après, le poids va faire qu'il va reprendre de la vitesse. Et Volvo Trucks a été capable de calculer tout ça et de faire tout ça en automatique parce que des milliers, des millions de camions Volvo ont sillonné les routes pendant des années et ils savent précisément où se trouve le haut de chaque côte et ils sont capables précisément de couper l'accélérateur quelques dizaines de mètres avant le haut de la côte. Et l'air de rien, sur les millions de kilomètres qui sont réalisés tous les ans par tous les camions en Europe, ça fait des milliers, des millions de litres de gasoil qui sont économisés. Mm. Donc là, c'est un point positif de la connectivité. Sinon, effectivement, Tesla, comme toutes les autres sociétés qui ont des données personnelles, doivent se prémunir de tous ces leaks qu'il peut y avoir de la part d'employés ou de la part de hackers. Mais là, pour le coup, Tesla a aussi longtemps joué à un jeu où les fuites étaient un peu organisées en interne, et maintenant, ça les amuse un peu moins. Il y avait eu le sujet aussi des photos sur le Cybertruck, les photos de l'usine, ainsi de suite, où fut un temps, ça amusait Elon Musk de voir des photos de prototypes qui fuitaient parce que ça faisait de la publicité gratuite, et puis maintenant ça l'amuse un peu moins parce qu'il y a aussi des données de propriété intellectuelle ou d'avance technologique qu'il veut conserver face à ses concurrents. Donc, mais bon, j'imagine qu'il y a un service sur la protection des données chez Tesla qui va travailler là-dessus et qui va s'améliorer parce que toutes les grandes entreprises sont obligées de traiter ces sujets. Mm. Du coup, on en déduit quand même que dans la balance, les avantages de la voiture connectée sont plus importants que les inconvénients que ça peut générer. En tout cas, on peut essayer de gérer les inconvénients. On Mm. peut les prémunir. Mm. On peut s'en prémunir. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on rentre dans une voiture qui aujourd'hui est connectée, que ce soit une Tesla ou une autre, qu'on rentre un peu déjà, on commence à rentrer un peu ces données, on n'a pas un formulaire sur l'écran qui nous demande de signer une décharge de type RGPD. Vous avez déjà vu ça, vous? Alors moi, j'ai vu ça sur Tesla récemment. Vous savez qu'ils ont mis à jour leurs conditions, ils les mettent à jour régulièrement, et notamment à l'occasion d'une dernière mise à jour, où il y avait tout un laïus à signer sur l'acceptation de l'utilisation des données par Tesla et l'acceptation du partage des données. Et cette pop-up revient régulièrement quand on nous le proposait, quand on a dit qu'on voulait rien partager. Et elle figure maintenant toujours en permanence en bas de l'écran, en bas à droite dans la partie logicielle, quoi. Ouais, non, mais je crois, hein, sur la Tesla, ça fait Mmh. longtemps que j'ai ouvert mon compte et tout, mais je crois que sur la voiture, tu as une case à cocher si tu veux, désactiver le partage Ouais, de données et tout. exact. Ouais, ouais. Alors maintenant, ça Mais apparaît de façon un peu plus évidente. Ouais. Ouais. je mettrai pas ma main au feu là-dessus, mais je crois que oui, hein. Mmh. Ok.
Très bien, nouveau En sujet. tout cas, heureusement Oui. que t'as pas des pop-up, heureusement que t'as pas des pop-up RGPD à chaque fois que tu rentres dans ta voiture, comme t'as sur les sites internet, on deviendrait fou, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, mais le cas d'usage est pas le même puisqu'une fois que tu es dans ta voiture, tu es enregistré, Ouais, c'est ta voiture. c'est une fois. Ouais, c'est une fois, mais par contre, ça pourrait très bien, nous qui essayons, et toi, JC notamment, qui essaye beaucoup de voitures, tu pourrais peut-être être confronté à l'acceptation RGPD à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle voiture. Sauf si tu conduis en anonyme, bien sûr. Mais je crois que j'en ai eu un, j'ai essayé une Jeep Avenger, je me demande si j'en ai pas eu une alerte comme ça, Ah quand ouais, j'ai créé OK. mon profil sur la voiture. Ouais, Ah, je probablement. sais pas, je veux pas dire de bêtises. Mmh. Très bien. Dernier sujet sur l'actualité, les taxis et les VTC qui devront être électriques à New York dès 2030. Alors c'est tôt, hein, 2030, c'est demain. La municipalité et les autorités de New York ont pris une décision assez radicale en concertation quand même avec la société ou en tout cas l'autorité qui gère les taxis à New York. Eh bien, dès 2030, on ne roulera plus qu'avec des taxis et des VTC électriques. Ça fait quand même une belle masse de voitures à électrifier, hein, je crois, puisque à New York, alors il doit y avoir 15 000 taxis et puis pas loin de 100 000 VTC. Donc tout ce petit monde va devenir électrique dès 2030 avec des paliers, hein, qui vont être assez rapides puisque les flottes devront passer d'abord 5% tout de suite, puis 15% en 2025, 25% en 2026. Et par la suite, la proportion grandira de 20 points par année, atteignant 100% en 2030. Voilà, donc les deux géants, alors Uber et Lyft, voilà, on n'était pas tout à fait à 100 000. Alors il y en a certainement d'autres, mais rien que Uber et Lyft à New York, c'est 70 000 voitures, 78 000 voitures. Voilà, donc ça va faire beaucoup de CO2 en moins, ça, non? Et beaucoup de silence en plus aussi, hein. Exact. Parce qu'il y a pas que ça, hein. En ville, les voitures électriques, je le dis souvent, mais j'ai assisté à une parade de voitures électriques sur un circuit, il y avait 50 voitures qui roulaient ensemble. C'était un Ouais. silence incroyable et je me suis dit que les villes de demain ressembleraient à ça et c'était incroyable, vraiment. Mmh. Et je pense qu'entre particules, bon, il y a moins de particules maintenant sur les voitures, thermiques, mais entre les particules, le CO2 et le bruit, c'est vraiment de Ouais. la pollution globale en moins, évidemment. Mmh. Mmh. Très bien. Après, il va falloir une infrastructure pour recharger toutes ces voitures quand même. Parce que s'il Ouais. y a 78 000 voitures à recharger tous les jours, il va falloir mettre des bornes, quoi, mais ouais. Ouais. Et puis des bornes en centre-ville, ce qui n'est pas forcément évident. Je sais que les Américains commencent à se pencher sur la question. En France aussi, d'ailleurs, hein, on commence à avoir des installateurs qui posent des petites stations de recharge dans les centres-villes. J'en ai une à côté de chez moi, en plein centre de Lyon, dans le parking en sous-sol d'un Monoprix, où j'ai eu la bonne surprise récemment de voir qu'il y avait été installé 8 bornes bump de 11 et de 22 et 25 kilowatts, ce qui est vraiment une très très bonne idée 25, c'est cool, ouais. ouais, ouais. Mais donc ça vient effectivement, mais comme tu le dis, ça va être une infrastructure quand même d'une autre dimension pour alimenter pas loin de 100 000 voitures électriques d'un coup, quoi. Pratiquement dans les Ouais, c'est 5 ça. 7 ans qui viennent. Ouais, qui roulent beaucoup tous les jours, qui vont se charger tous les jours. Alors c'est étonnant parce qu'on n'a pas tellement parlé de ça en Europe où on est, ou en tout cas on se veut assez précurseur sur la transition vers l'électrique pour les transports. On a beaucoup parlé de la fin de la vente des voitures électriques en 2035 dans l'Union européenne. On parle beaucoup de la transition électrique pour les particuliers. Il y a des subventions, etc. Il y a des primes, des bonus écologiques. Et finalement, j'en ai pas trop entendu parler pour les taxis, même si on voit que les municipalités font des efforts, hein. Il y a de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus de taxis et de Ouais. VTC électriques à Paris et dans les grandes villes. Il y a aussi des voitures à hydrogène à Paris. Mais on n'a pas entendu vraiment une grosse volonté politique très forte de ce point de vue-là, en tout cas pas à ma connaissance. Puis il reste aussi la question des transports en commun, notamment des bus. Beaucoup de bus sont encore diesel. Vous voyez passer dans les centres-villes des bus qui tournent au diesel, qui sont presque vides. Donc on sait que les transports en commun sont parés de toutes les vertus, mais est-ce qu'on s'est réellement posé la question aussi d'électrifier tout ça? Alors, il y a quand même une réglementation, globale, qui gère les flottes de véhicules. Ouais. C'est la loi d'orientation des mobilités Mmh.
Et depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, toutes les flottes de véhicules, alors avec un minimum 100 véhicules, je crois, doivent avoir un taux de leur renouvellement avec des véhicules de moins de 60 grammes. Alors là, on n'est pas en train de parler des bus, mais on est en train de parler par exemple des taxis. Mmh. Et donc moins de 60 grammes, c'est forcément un hybride rechargeable ou un électrique. L'année dernière et cette année, c'était 10% des renouvellements. Donc, si vous avez 1000 véhicules, que vous en renouvelez 250, par exemple, si vous êtes sur des contrats de location de 4 ans, 10% des renouvellements. Donc, vous devez avoir au minimum 25 de ces 250 véhicules que vous renouvelez qui sont à moins de 60 grammes. L'année prochaine, en 2024, on passe à 20%, puis il y a des paliers comme ça. Il y aura ensuite un palier à 40%, puis un palier à 70% pour atteindre un palier à 100%. J'ai plus la date en tête du palier à 100%, mais en tout cas, cette annonce là de New York n'était pas beaucoup plus en avance que celle de la LOM qu'on vit en France. Ça, c'est une première chose. Et puis sur les bus, alors j'ai peut-être en ce moment un tropisme parisien, puisqu'en ce moment je suis en mission sur Paris, donc je prends beaucoup les transports en commun à Paris. Il y a quand même de plus en plus de bus qui sont électriques, ou en tout cas, s'ils sont pas électriques, ils sont pas diesel. Sur Paris, c'est vrai que moi j'habite à Laval, il y a encore assez peu de bus électriques sur une ville un peu plus petite comme Laval, mais en tout cas le produit existe. Il n'y a pas de difficulté à se fournir en produits électriques au niveau des bus. Alors, concernant les bus, petite parenthèse locale aussi, je réside à Lyon, et depuis que je suis né, depuis que je suis enfant, j'ai toujours connu les bus électriques à Lyon. En fait, ce sont des bus normaux avec des 2 perches sur le toit et qui sont reliés à des 2 caténaires qui sont reliés à un réseau aérien électrique. Et en fait, quand j'étais gamin, je voyais ça, j'ai toujours pris le bus électrique, et donc silencieux, non polluant. Et j'étais persuadé que c'était comme ça partout dans le monde. Et quand j'ai grandi, que j'ai commencé à sortir un peu et à voyager, j'ai vu que en fait c'était assez atypique, qu'on n'en voyait pas tant que ça en fait. Alors que sur la ville de Lyon, une grande partie des lignes sont électrifiées. Et donc ça veut dire que c'est pas complètement une nouveauté, même si la technologie a évolué aujourd'hui et que ce sont des bus complètement autonomes, sans caténaire. Mais effectivement, on aura vraiment fait un grand pas quand tous les transports en commun et tout taxi et VTC seront devenus électriques en ville. Et effectivement, ça va être un facteur d'apaisement et de silence. Il faudra régler ensuite la question des 2 roues motorisées et des motos notamment, sans faire de l'anti-moto, parce que je suis motard moi-même à mes heures, mais aujourd'hui, les scooters et les motos en échappement libre qui roulent sur les trottoirs, c'est plus possible, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Voilà pour le sujet. Alors justement, on va embrayer, Johan, si tu veux bien, avec un sujet qui te tient un petit peu à cœur, c'est l'électrification des autoroutes pour le transport longue distance. Tu voulais nous en dire 2 mots? Alors je vais faire un petit peu plus que 2 mots. 3 alors? Mais effectivement, c'est la transition avec les trolleys. C'est un projet sur lequel l'Europe planche. En fait, aujourd'hui, pour la transition énergétique du transport de marchandises, il y a plusieurs solutions qui existent. Le transport de marchandises, pour se passer du diesel, il peut rester avec des carburants liquides. Ouais. Il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut s'appeler HVO, B100, ED95. Ça va venir d'huiles qui sont recyclées, ça va venir de plantes qui ont été cultivées spécifiquement pour faire des carburants. Il y a plusieurs origines. Mais en tout cas, ça va permettre une utilisation qui est quasiment celle d'un véhicule diesel, aussi souple, et un surcoût qui est relativement limité, et un niveau de décarbonation qui est, on va dire, assez moyen. Ensuite, l'autre possibilité dont on entend beaucoup parler, mais qui est plus dans les journaux que dans la réalité, ou sur les PowerPoint que dans la réalité, c'est l'hydrogène et l'e-fuel. Je vais les mettre un peu ensemble pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est des coûts qui sont vraiment énormes, et la mobilité lourde sera sans doute pas la première à bénéficier d'hydrogène et d'e-fuel. Et
si je crois un peu plus dans l'hydrogène pour certaines applications du transport, l'e-fuel, ça paraît les carburants de synthèse, ça paraît très compliqué. Et puis vient ensuite l'électrique. Alors l'électrique à batterie, ça fonctionne déjà. Il y a déjà des camions électriques qui circulent sur nos routes, principalement sur des utilisations urbaines ou des utilisations, on va dire régionales. Donc des véhicules qui vont faire 200-300 km par jour. Et effectivement, il y a ce projet, cette question de l'autoroute qui pourrait alimenter le véhicule. Le gros avantage, c'est de diminuer la taille des batteries. Le calcul avait été fait par le cabinet de Patrick Pellata, qui est un ancien DG de Renault, je crois, qui a un cabinet qui s'appelle Meta Strategy Consulting. En électrifiant 9000 km de grandes routes, alors principalement des autoroutes, mais ça peut être aussi des nationales en France, un camion qui aurait une batterie de 370 kWh pourrait aller de n'importe où à n'importe où en France. Et donc avec 9000 km de routes électrifiées, tous les camions pourraient avoir une batterie qui est finalement pas si grosse que ça, 370 kWh. Et ça coûterait entre 30 et 40 milliards en fonction des technologies. Les technologies, c'est le caténaire que tu citais à l'instant, le rail, ce qu'on trouve par exemple sur les tramways à Bordeaux, ou l'induction qui va servir à charger des smartphones. Et comment financer ces 30 à 40 milliards? Alors déjà, il n'y a pas besoin de faire les 9000 km dès le premier jour. Et là, il y a deux possibilités qui ont été émises par ce cabinet de conseil de Patrick Pellata. C'était, il y a soit le financement public, soit le fait de prolonger les concessions d'autoroute d'une vingtaine d'années pour que ce soit les sociétés d'autoroute qui prennent à leur charge et qui électrifient. Si je fais très rapidement un bilan thermique, parce que un bilan carbone, excusez-moi, parce que le cabinet avait fait ses calculs de projection. Aujourd'hui, le transport routier français, si je prends les poids lourds et les véhicules utilitaires, émet à peu près 54 millions de tonnes de CO2 chaque année. En 2050, ce sera à peu près 70 millions de tonnes de CO2 avec l'évolution, la croissance de la population et donc la croissance de l'activité. Le projet de camions électriques avec les ERS, donc les routes électrifiées, ça permettrait de baisser de 86% les émissions de CO2 du transport lourd, et donc de passer de ces 70 à horizon 2050 à un peu moins de 10 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ok. Johan, j'ai deux questions sur ce sujet. Première question, est-ce que c'est réellement envisageable d'avoir des camions qui se déplacent avec de l'énergie électrique fournie par des caténaires? J'ai du mal à imaginer ça sur une autoroute. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait pas régler toutes ces questions par du ferroutage? Alors, je vais répondre à la deuxième en premier, parce que j'ai, dans ma carrière, fait beaucoup de ferroutage. Oui, ce serait génial de faire plus de ferroutage. Il y a une capacité, ça fonctionne bien. Par contre, il n'y aura pas la capacité de passer tous les camions sur le rail. Mais il y a la capacité encore de mettre des camions sur le rail, ça, il n'y a pas de problème. Et mettre des camions sur le rail, ça répond à plein de problèmes, des problèmes d'émissions de CO2, à des problèmes de sécurité routière. Parce qu'il y a quand même moins d'accidents sur le rail que sur la route, il faut le reconnaître. Et puis un dernier problème, on manque quand même énormément de conducteurs poids lourds en Europe. Il en manque 50 000 en France, en Europe, j'ai pas le chiffre, mais c'est en centaines de milliers. Un conducteur de camion, il conduit un camion, un conducteur de train, il conduit 40 camions. Donc oui, ça serait génial. Est-ce que c'est possible techniquement de mettre un caténaire sur un camion? Des tests ont déjà été réalisés dans plusieurs pays, notamment en Allemagne. Il y a plusieurs pays ont mis en place des tests avec des marques. Donc pour l'instant, on a fait ça que sur des kilomètres.
les tests ont été réalisés sur 1 kilomètre, 2 kilomètres d'autoroute. Après, ça fonctionne quand même dans plusieurs grandes villes européennes au niveau des bus. Ça sera un peu plus compliqué et c'est pas la solution technique, ça sera pas forcément le caténaire, ça peut être aussi donc le rail, comme le tramway, avec des problèmes de sécurité parce qu'il faut alimenter le rail que quand le véhicule est dessus, que personne pose son pied sur le rail mais c'est exactement comme les tramways de Bordeaux, hein, ça fonctionne aujourd'hui et personne s'électrocute quand il traverse les rails du tramway à Bordeaux. Ou l'induction, j'ai beaucoup plus de mal à y croire parce qu'il y a des pertes d'efficacité et donc il faut produire plus d'électricité et on en revient à la question de la sobriété, c'est pas tout à fait le but du jeu aujourd'hui. Oui, des perspectives intéressantes qui pourront peut-être aussi un jour concerner le grand public, les particuliers avec les voitures particulières qui pourraient peut-être se recharger en temps réel pendant qu'elles roulent avec de l'induction. Alors probablement pas avec des caténaires, mais il y a certainement des perspectives intéressantes dans toutes ces recherches. On va passer au dernier sujet, qui est un sujet sur les coûts de la voiture électrique. On y revient souvent, et notamment le coût de réparation des voitures électriques. Alors, une légende urbaine, ou pas d'ailleurs, consisterait à penser que réparer une voiture électrique coûte beaucoup plus cher que réparer une voiture thermique, ou qu'en tout cas la maintenance ou la réparation, que ça soit pour des pannes ou pour de la réparation suite à des accidents ou des accrochages, des réparations de carrosserie seraient beaucoup plus coûteuses. Ce qu'on entend souvent dire, c'est que quand il y a un choc, il peut y avoir un impact sur les batteries et que dans ces cas-là, certaines assurances, pour ne pas prendre de risques, demandent à ce que tout le pack batterie soit remplacé, ce qui peut coûter jusqu'à 15-20 000 euros. Alors effectivement, ça fait cher la réparation pour un impact qui peut parfois être relativement anodin, notamment sur le bas de caisse. Et puis il y a aussi la rareté des pièces, le fait que tout soit centralisé par quelques constructeurs, notamment au niveau des batteries. Et alors une étude américaine vient de sortir qui dément cela et qui indique que le coût de réparation des voitures électriques ne serait pas plus élevé que celui des thermiques, avec un certain nombre de paramètres. Alors c'est tout à fait intéressant, mais c'est peut-être un petit peu discutable aussi, parce que notamment l'étude parle du coût de la mise au rebut des voitures quand elles sont accidentées, et il semblerait que les voitures thermiques soient plus facilement et plus couramment remises au rebut, donc à la casse, que les voitures électriques suite à un accident. Ce à quoi on pourrait répondre que la moyenne d'âge du parc thermique est beaucoup plus élevée et que les électriques sont en général plus récentes, et que donc c'est simplement un calcul de coût résiduel de la voiture par rapport au coût de réparation qui fait que les thermiques partent plus facilement à la casse. Jean-Christophe, tu avais un sujet là-dessus, une remarque? Dans l'article d'Automobile Propre, ils disent que justement, ils comparent des véhicules qui existent en électrique et en thermique, donc le Kona et le Oui. XC40, donc finalement, elles ont plus ou moins le même âge. Ouais. Et l'étude dit que la version essence est plus susceptible d'être mise au rebut après un accident que la version électrique. Donc c'est plutôt positif. Après, a priori, les réparations coûtent quand même un peu plus cher sur l'électrique, mais c'est de l'ordre de, je sais plus, 1 ou 2, enfin 2%, je crois, j'ai vu dans le. Oui, c'est pas une très grosse différence. Ouais. Donc enfin, voilà, en tout cas, on n'est pas sur le truc catastrophique, encore une fois, comme on a l'habitude d'entendre tout le temps sur la voiture électrique. Et moi, personnellement, je pense aussi que de toute façon, un véhicule électrique peut durer plus longtemps qu'une thermique. J'y crois beaucoup. Bien sûr. Et plus facilement. Peut-être que les réparations sont plus chères, mais en tout cas, elles sont plus faciles, je pense. Et il y a beaucoup moins de pièces. Il y a beaucoup moins de pièces en mouvement dans une voiture électrique. Il y a moins d'entretien. Ouais. On disait tout à l'heure qu'une voiture électrique, alors non, là c'est pas vrai ce que je vais dire, mais une voiture connectée peut être réparée plus facilement à distance. Mais c'est vrai, c'est plus vrai, je pense, pour les voitures électriques, dont la partie software est très importante et peut-être probablement masterisée, ou en tout cas mise à jour ou reset à distance, ce qui n'est pas forcément le cas pour une voiture thermique. Donc il y a plein d'arguments en fait qui plaident pour effectivement le fait que la réparation des électriques soit pas forcément plus coûteuse. Alors après, c'est pareil, il y a des cas de figure particuliers. On sait que les prix, par exemple, des pièces de Tesla sont élevés. On sait que
On a des témoignages de propriétaires de Tesla qui ont attendu un pare-choc suite à un petit choc anodin, on a attendu un bouclier avant pendant 3 mois. On a des choses comme ça. Hein. Mais on a aussi un autre exemple, JC, c'est Hertz notamment, qui pour qui les coûts de maintenance sont moins élevés depuis qu'ils louent massivement des Tesla. Ouais, je pense que Yoann pourra mieux nous en parler de ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais. Parce que c'est des gens qui ont une grande flotte et ils arrivent à un chiffre qu'on ne peut pas contredire. Et ça touche les Français en général. C'est que une voiture électrique, ça coûte moins cher à entretenir, à faire tourner. Mais le chiffre est énorme. Yoann, Oui, effectivement, c'était pendant la présentation des résultats d'Hertz, donc ça devait être les résultats semestriels. Ils avaient annoncé que le coût de la maintenance de leurs véhicules électriques, qui sont donc principalement des Tesla, sont inférieurs de 50 à 60% à des véhicules thermiques. Et ils avaient même précisé que dans cette baisse de 50 à 60%, les pneumatiques leur coûtaient plus cher que sur les véhicules thermiques, mais étaient donc intégrés dans la baisse des 50 à 60%. Les pneumatiques leur coûtent plus cher parce qu'il y a une plus forte consommation de pneumatiques ou parce que les pneus de voitures électriques sont plus chers? Ah là, il n'y avait pas ce niveau de détail. Ouais. Je crois que dans l'article, ils disent que les pneus coûtent plus cher. J'ai lu un bout d'article qui disait que c'est des pneus qui coûtaient plus cher, mais je pense aussi que ça en consomme un peu plus. De toute façon, les voitures électriques avec le couple et le poids, forcément, ça consomme plus de pneus qu'une thermique. Donc je pense que c'est un peu des deux en fait, mais ça parlait aussi du prix des pneus des Tesla qui était un peu plus cher que les pneus des thermiques. D'accord. Et ce qui est important, parce que moi j'avais fait un post sur cette thématique-là et on m'a beaucoup rétorqué, oui, mais ils gardent les voitures 8-9 mois, donc on peut pas comparer à une thermique. Mais ils gardent les thermiques 8-9 mois aussi. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une utilisation particulière, mais on compare des pommes avec des pommes. Et Hertz dit, sur alors je sais pas combien de dizaines de milliers de véhicules ils avaient commandé 100 000 Tesla, ils ont pas encore tout reçu, mais sur les plusieurs dizaines de milliers de véhicules électriques qu'on a, ça nous coûte 50 à 60% moins cher en maintenance que les véhicules thermiques qui ont la même utilisation, et en prenant en compte le fait qu'on a bien compris que les pneumatiques nous coûtaient un peu plus cher. Il y avait une autre étude américaine qui était sortie qui statuait sur la même tendance. Ce qu'ils expliquaient, c'est que tout ce qui était entretien préventif était vraiment beaucoup moins cher, ce qui est complètement logique. Déjà, il y a plus d'huile, il y a plus de filtre, il y a plus grand chose à faire dans l'entretien préventif, et que l'entretien curatif pouvait s'avérer un peu plus cher, mais que la somme des deux était dans tous les cas bien inférieure à l'entretien d'un véhicule thermique. Oui, alors oui, donc c'est encore, on va dire un debunk, en tout cas un démenti qui est apporté par cette étude sur le fait que le coût de réparation des voitures électriques serait plus élevé. On restera quand même prudent avec ces affirmations. Certaines marques électriques sont quand même, on le sait, assez coûteuses quant aux pièces et au réassort. Donc à suivre. Mais d'une façon générale, il faut pas trop s'affoler avec ça. Une voiture électrique ne coûte pas plus cher qu'une thermique à l'usage et probablement même un petit peu moins cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, on va voir dans les journaux, etc., 100 000 fois cette reprise de l'étude qui dit que 54% des gens ne sont pas contents de leur voiture électrique. Ouais. Et on n'entendra jamais parler que Hertz que Hertz affirme que ces voitures électriques leur coûtent 50% moins cher. C'est toujours pareil, ça va toujours dans le même sens, c'est très compliqué. C'est à nous peut-être de nous faire les relais avec nos petites voix qui portent un petit peu plus de toutes ces informations plutôt positives, sans évidemment oublier d'être objectif et de reconnaître que tout n'est pas rose au royaume de l'électrique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut! Merci, au revoir.